Voilà, alors, bonjour Nathalie. Bonjour Heu, Sandra. Merci d'accepter de faire cette petite interview et de nous expliquer un petit peu en quoi consistent tes activités. Je suis Avec très joie. curieuse de voir ce que tu vas nous raconter. Alors comme première question, je vais te demander, qu'est-ce que cette activité de home organizer qui est en fait si intéressante? J'ai été voir ton site, ça m'a vraiment, beaucoup parlé et en même temps, c'est pas si connu en Europe, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je vais d'abord me présenter rapidement, hein. Je m'appelle Nathalie Craé. Je suis la fondatrice de Range ta vie. Donc j'ai créé une activité, en fait, de home organizer. Home et office, on peut dire aussi organizer, puisque home, la maison, office, le bureau. Donc organisatrice ou en tout cas, moi, j'aime bien me définir comme coach en rangement, hein, par rapport à Mmh. la maison ou au bureau. Hem Et donc c'est une activité qui existe aux États-Unis depuis, maintenant déjà une trentaine d'années, hein, on peut vraiment oui, oui, oui. C'est arrivé en fait ce métier est arrivé avec la société de consommation, Mmh. puisque les gens ont commencé à avoir de plus en plus de possessions de biens chez eux, les habitats ont changé, certaines se sont agrandies, mais d'autres sont devenus plus petits. Les gens sont devenus, un peu plus mobiles, ils n'hésitent plus à déménager, à changer de lieu et cetera. Donc ma mission à moi, en fait, c'est de pouvoir aider les personnes qui ont trop accumulé de possessions dans leur vie, à pouvoir faire le tri, à pouvoir, désencombrer, réorganiser leur espace de vie et ranger pour que ça soit plus facile, plus léger, et mieux adapté à leur réalité, d'aujourd'hui. Voilà. Là et justement, je vais te demander maintenant, mais alors du coup, quel est le profil de personnes qui font vraiment appel à toi? Quelle est quelle est leur demande au départ? Quelle est leur situation? Oui. Eh bien, écoute, ce sont des personnes qui, souvent se rendent compte qu'elles ont accumulé pendant toute leur vie, hein, et qu'elles se disent: «Bon, ben, ça, je vais le garder parce que ça peut toujours servir. Je peux le garder parce que ça me rappelle des souvenirs» et cetera et puis on entasse, on entasse, on entasse, on met au fond des armoires, on descend à la cave quand on ne sait pas quoi faire de certains objets, ou on les remonte au grenier, ou on les met dans le débarras, ou on le met au-dessus de l'armoire ou en dessous de l'armoire. Bref, on planque et puis il y a un jour où on se rend compte qu'on n'a plus de place et c'est vraiment ce genre de personnes-là qui fait appel à moi. C'est qu'elles réalisent que c'est une montagne à attaquer, que c'est vraiment difficile et très souvent, elles déclenchent au moment où elles se disent: «Mes parents vieillissent, il faut qu'ils partent en maison de repos, donc il Oh là faut là. revendre l'appartement ou la maison». Ils ont autant de choses que moi chez eux. Je ne sais pas accueillir leurs affaires. Mes enfants sont partis ou en partance, laissent aussi plein de choses chez moi parce que leur, petit appartement ou leur petit studio ou leur colocation, c'est trop petit et donc ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume à se dire: «Je ne sais pas, ce que je vais faire de tout ça et personne n'en veut dans mon entourage». Donc c'est là qu'elle commence à avoir vraiment un problème d'encombrement et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait appel à moi. Et est-ce que ce sont des personnes qui, en général, sont désordonnées? Est-ce que tu arrives dans des maisons, on pourrait dire, excuse-moi le vocabulaire, mais bordéliques, je C'est dirais. Ou bordélique, oui. bien Oui, ou bien est-ce qu'ils ont parfois quand même un certain ordre, oui, tout à fait. mais ils ont des difficultés à s'organiser? Voilà, ce sont pas forcément des personnes qui sont bordéliques parce qu'elles se disent comme ça, hein, clairement, ce sont des personnes qui parfois sont très organisées, ont vraiment, ont sont soucieuses de Mmh. l'ordre chez elles, mais c'est l'accumulation. C'est le fait de ne pas arriver à se séparer de certaines choses parce que il y a des attaches, il y a des Mmh. freins dans le fait de pouvoir se séparer de certaines choses. Alors ça ne veut pas dire que quand je vais chez quelqu'un, je lui dis qu'on va tout jeter. Ce serait beaucoup trop facile et beaucoup trop simple. C'est juste d'aider la personne
à se poser les bonnes questions par Mmh. rapport à ce qu'elles possèdent et voir si c'est encore du sens aujourd'hui ou pas. Ah. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc ce ne sont pas forcément des personnes qui sont bordéliques. Oui, il y en a, et j'utilise le mot bordélique parce que c'est vraiment comme ça qu'elles parlent d'elles si elles le sont, mais ce sont vraiment des personnes qui me disent: «Là, je sais plus, je sais pas par où commencer. Mmh. Je sais que j'ai quelque chose à faire, mais je ne vois pas», parce qu'elles sont vraiment le nez dedans et elles ne savent Mmh. plus prendre du recul par rapport à leur Ah situation. oui. Mmh, Mmh. D'accord. c'est souvent ça. Et alors, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la charge mentale. Alors, c'est un mot qui est devenu un peu à la mode maintenant. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors, la charge mentale, d'abord, c'est quelque chose de très féminin. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas concernés, mais c'est très souvent féminin. La charge mentale, c'est le fait de penser à tout, tout le temps, pour tout le monde. C'est clairement la situation d'une mère de famille qui, heu sans arrêt, jour et nuit, se dit: «Il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste, il faut que je passe la voiture au contrôle technique. Ah, il faudrait que j'aille apporter ça à ma sœur. Tiens, je dois aller reprendre». Donc c'est un brouhaha mental constant qui est extrêmement épuisant et qui peut mener vraiment à l'épuisement et au burn-out. Ça peut vraiment être une des On parle de causes. burn-out familial d'ailleurs maintenant. Voilà, voilà, on parle même de Aussi. burn-out familial. Et qui est aussi engendré par la société d'aujourd'hui, qui est une société d'image, où on doit Mmh. montrer qu'on est bien, où, nos enfants doivent aller à la danse, au solfège, au karaté, blablabla, blablabla, et cetera, pour être, éduqués. Ça, ils ont des agendas de ministres, tout le monde court tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la charge mentale. C'est le fait de courir tout le temps et dans les faits et dans sa tête, et de ne jamais avoir finalement assez de temps pour réaliser tout ce que l'on croit devoir faire, ou tout ce que l'on veut faire, ou tout ce que l'on doit faire aussi, parce qu'il y a ce qu'on croit devoir faire et puis il y a ce qu'on doit faire également. Donc c'est parfois l'impossibilité de pouvoir prioriser finalement, ces tâches, et ça, c'est très, très compliqué. Donc par rapport à la charge mentale, moi, j'aide beaucoup les personnes à pouvoir justement prendre du recul pour pouvoir prioriser les tâches, heu, parce qu'elles ont toujours une to-do list qui est longue comme le bras. Donc Quand on barre une chose, on en rajoute une autre ou 3. ou 3 autres, oui. Voilà. Donc c'est vrai que la charge mentale, c'est devenu aujourd'hui, et c'est pas nouveau, hein. Je pense que c'est dans les années 50 qu'on a commencé, que les premiers psychologues ont commencé à parler de charge mentale des femmes souvent, parce que vraiment, c'est devenu, aujourd'hui très complexe, parce que les femmes ont gardé ce statut de, garante du foyer, mère attentive, qui s'occupe de, voilà, de ce qui est tout ce qui est scolaire, rendez-vous médicaux, et cetera, et elles ont une carrière à Mmh. gérer aussi, et donc on leur demande de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'avoir des enfants comme si elles ne travaillaient pas, et ça, je trouve que Ah, c'est joliment dit ça. mais c'est vraiment ça, hein. Ouais, C'est ouais. vraiment compliqué parce que du coup, elles sont coupables non-stop. Enfin, elles se Mmh. sentent coupables non-stop de ne jamais exceller dans rien, alors qu'en fait, personne ne leur demande d'exceller. C'est juste la pression qu'elles se mettent, et moi, Mmh. vraiment, dans ma mission, j'ai à cœur de les aider à s'enlever cette pression, heu, pour pouvoir justement avoir la vie légère qu'elles méritent finalement. Et est-ce que tu as l'impression que c'est aussi parce qu'elles ont du mal à déléguer à leur conjoint ou à déléguer aux enfants d'ailleurs parfois, Mmh. cette Oui. responsabilité? Ah oui, Ou alors bien oui. c'est parce que les maris ne veulent pas le faire ou les enfants ne veulent pas le faire? Alors, clairement, je pense qu'il y a une part de responsabilité, heu, des femmes qui se disent victimes de cette charge mentale, dans le sens où parfois on ne veut pas déléguer parce qu'on se dit: «Bah, ça irait plus vite et ce serait mieux fait si je le fais moi-même».
Alors Ouais. clairement, les premières fois où on demande à ses enfants de replier le linge, on se dit: «Ah, je vais mettre un t-shirt tout chiffonné» et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais, je vais donner un exemple qui est très récent ici. Je ne sais plus le nom de cette dame anglaise qui a mis sur son compte Instagram le fait qu'elle a fait la grève des tâches ménagères pendant une semaine ou 2, je ne sais plus pendant combien de temps. Et elle a fait des photos de l'encombrement qui arrivait dans son appartement, puis vu que toute la vaisselle traînait et qu'au bout de 3 jours, son mari s'est décidé à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, mais il ne l'a pas lancé. Donc il n'a pas Ah lancé le programme. Et donc c'était de montrer que si en fait on laisse, heu, tomber, on se dit: «Maintenant je ne fais plus les tâches que je m'oblige à faire tout le temps», il y a un moment où les autres vont se rendre compte que, ouais. ce n'est pas fait. Et ça peut être, j'ai trouvé ça très intéressant comme expérience. Mais effectivement, il y a une partie des femmes qui ne délèguent pas assez et qui Mmh. pourraient de façon, très, comment vais-je dire ça? De façon, de communiquer aussi par rapport à Mmh. ça de façon non violente comme on dit, hein, Mmh. pas sous le ton du reproche, mais de pouvoir vraiment expliquer, exprimer: «Voilà, moi je me rends compte que j'ai vraiment Mmh. trop et je suis fatiguée. Est-ce que ça te dérange si c'est toi qui t'occupes de ça le matin ou c'est toi qui t'occupes de ça le soir?» Par exemple, la vaisselle ou le repas ou les courses ou le bain des petits et cetera. Tout ça, ça doit être discuté en famille et très souvent le problème, c'est qu'on n'en discute pas. La charge Mmh. mentale, elle arrive souvent avec la naissance du premier enfant, parce que la maman est en congé de maternité et elle gère tout ce qui se passe autour de l'enfant et comme elle est à la maison, elle trouve normal que ce soit elle qui fasse toutes les tâches ménagères. Or, elle est en repos d'une épreuve Mmh. qui était difficile et ça, elle ne s'autorise pas souvent à dire: «Mais moi, je ne fais pas tout», même si mon mari revient du travail. Mon Dieu, sa journée a été difficile aussi. Mmh. Et tout ça, en fait, s'installe au fur et à mesure parce que même quand elle reprend le travail, si elle n'a pas bien, partagé avec, son conjoint, ça s'enclenche de cette façon-là, cet Mmh. épuisement et cette charge mentale. Voilà, Et voilà. et en fait, moi, j'ai quand même parfois des clientes, donc effectivement, Mmh. ça vient quand même souvent de la femme, qui disent: «Oui, mais quand je lui demande, par exemple, s'il a, moi, j'ai une activité toutes les semaines et que s'il n'est pas là ce soir-là, ce soit lui qui prenne la responsabilité de prendre une babysitter parce que c'est Oui. mon soir de Mmh. yoga et donc si lui veut faire quelque chose le même soir, c'est lui. Et donc tout de suite, c'est: «Ah oui, mais quel est son nom encore et quel est son numéro de téléphone?» Et si Oui, finalement je dois aller dans mon carnet de téléphone, lui donner le numéro de téléphone, j'ai aussi bien fait de lui téléphoner. Et donc ils se oui, plaignent que finalement, les maris sont des espèces d'assistants, assistés qui doivent être assistés oui. pour tout, et que donc c'est ça qui les fatigue et qui les décourage à déléguer. C'est Mmh. que finalement, il faut leur donner le numéro du plombier, il faut leur donner le numéro de la Mmh. babysitter, il faut leur expliquer où est le maillot de bain pour faire le sac de leur enfant. Et que Oui. donc, finalement, c'est une des raisons pour lesquelles elles continuent à faire les choses elles-mêmes. Je ne sais pas si toi, tu es confrontée à ça aussi? Oui, tout à fait. Beh, écoute, heu, de façon générale, et moi je le vois bien parce que je suis mariée, j'ai des enfants aussi, je sais comment ça va. Un un garçon, heu, il est éduqué par sa maman et puis après il est chez sa compagne ou chez sa femme. Donc il arrive en fait un peu dans le même mood. Tandis que une fille, c'est plus, passe par des phases un petit peu, de transformation, vu qu'avec les enfants et cetera, on devient mère, devenir père, c'est plus ténu, c'est plus c'est plus plat, donc on a l'impression que c'est difficile. Mais effectivement, c'est de pouvoir vraiment leur dire, «Écoute, voilà, on met un carnet en commun avec toutes les adresses», par exemple. Il y a plus de parce que c'est facile aussi de se trouver des excuses et Oui, et et exactement. voilà, donc c'est vraiment de se dire,
au lieu de tout prendre sur soi, c'est dire: «Ah, on a trouvé un plombier, voilà, je te partage, son adresse et son numéro de téléphone, ou on a trouvé une baby-sitter, je veux que tu mettes dans ton répertoire de téléphone la kiné, la pédiatre, l'école, ça doit aller aussi dans le téléphone du papa». Et très souvent, les mamans ne le font pas d'emblée. Elles le font quand il y a une urgence, parce Mhm. qu'elles ne sont pas là. Et donc, Mhm. ça réalimente cette culpabilité. Et donc, c'est vraiment de se dire, d'office, quand j'ai un truc, moi, je ne prends pas complètement en charge cet aspect de ma vie de parent. Il y a aussi le papa, et de faire en sorte que le papa soit avec les mêmes cartes en main. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'important. Et du coup, la charge mentale, elle occupe une place importante dans tes accompagnements? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec tes clients? Oui, oui, oui. Oui, parce que justement, il y a il y a ce côté, délégation, hein, qui Mhm. souvent, quand on dit déléguer aussi, c'est, hem, je demande à quelqu'un, je Mhm. demande à mon conjoint. Or, on ne devrait pas avoir à leur demander, on devrait pouvoir répartir la Oui. tâche le plus équitablement possible. Il faut juste qu'ils prennent conscience, parce que très souvent, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, ils en prennent pas conscience et chacun campe un peu sur ses positions. Mhm. Mais clairement, dans mes accompagnements, c'est quasi que des femmes que j'accompagne. Ce Oui. sont elles qui vont venir me trouver en disant: «Voilà, j'ai besoin d'aide pour faire du tri, pour organiser la maison», et cetera. Mais donc j'ai des accompagnements, en ligne, et j'ai beaucoup de personnes qui viennent, aux sessions de groupe, parce que je fais des sessions de groupe ou des accompagnements individuels, et j'ai le mari qui passe derrière, hein, il est là, il écoute d'une oreille, il dit: «Ah oui, oui, j'ai bien entendu ce que Nathalie a dit». Et donc ils sont un peu en backstage, mais ils sont présents quand même. Et c'est Mhm. vraiment, vraiment dans le changement de communication que moi je vois un résultat. Parce que parfois les choses ne sont tout simplement pas dites, Mhm. et ça change tout. Se dire: «Est-ce que tu as déjà eu cette conversation-là avec ton mari?» «Ben non, parce que je lui demande». Tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, quand on demande, et en fait, oui, il peut arriver avec cette fameuse phrase: «Mais tu m'as pas demandé, Mhm. tu m'as pas demandé». Mais Et est-ce être qu'il faut énervante, en fait. toujours demander? Est-ce qu'il faut toujours demander, ou ça tombe sous le sens? Et Mhm. c'est aussi à nous de faire en sorte que ça tombe sous le sens, de s'autoriser à se dire, «Moi, ce jour-là, je suis pas là, et c'est à toi de trouver les solutions. Tu as pas de baby-sitter, tire ton plan». C'est voilà, c'est de pouvoir dire: «C'est pas mon problème, c'est le tien ce jour-là». Parce que quand lui part, pour ses activités, nous, on va pas on va pas, avoir de problème si on doit aussi partir et trouver une baby-sitter. Donc c'est de remettre un petit peu les choses à l'équilibre, et de faire que chacun prenne ses responsabilités, sans aller au clash, comme je dis, hein, souvent, Mhm. sans aller à la confrontation, mais de façon très claire, en exprimant ce qu'on a déjà observé comme situation, ce qu'on a comme besoin, ce que ça nous fait ressentir. Parce que ça aussi, on peut se dire aussi: «C'est difficile pour moi, de toujours être obligé de donner les numéros, de faire tout ça». Donc là, c'est Mhm. important de pouvoir communiquer, Parce que moi, sereinement. je remarque même cette charge mentale parmi mes clientes, dans des couples divorcés. Mmh. C'est la femme qui doit encore rappeler quand les enfants partent chez leur papa, tu n'oublies pas qu'il a dentiste jeudi à des Oui, et tu penses à et même dans les couples divorcés, souvent, ça reste encore la oui, maman qui a la charge mentale d'organiser au lieu de simplement organiser sa semaine et oui. voilà Ouais, ouais. et qui rappelle, tu te souviens, et la piscine cette semaine-ci, le mardi après-midi ou des choses comme ça. Mmh. Et donc ça m'impressionne encore de voir que parce que j'allais dire, peut-être que tu as des papas divorcés qui font appel à toi, mais pas vraiment en fait. Pas spécialement, non, pas spécialement. Hem, c'est arrivé quelquefois, hein, des messieurs qui vivent seuls, c'est vrai, qui ont fait appel à moi, mais c'était pas spécialement dans le cadre avec des petits ou des jeunes enfants.
Pas spécialement. Mais effectivement, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer si tu ne lui rappelles pas? Mmh. Est-ce qu'il va d'office oublier? Est-ce qu'il va d'office oublier? Et s'il oublie, est-ce que c'est grave? Est-ce que Voilà, c'est justement pas de mettre voilà, face à ses responsabilités, oui. de se dire: «Ah ben oui, si le dentiste téléphone et disait qu'il attendait ton fils, eh ben, Ouais. C'est à toi de payer la consultation parce qu'aujourd'hui, les dentistes ou les ouais, personnes qui ont des pratiques médicales peuvent réclamer de payer la consultation si on ne s'est pas présenté au rendez-vous sans prévenir. Donc voilà, ça, c'est une façon de les remettre face à leurs responsabilités aussi, de dire: «OK, j'ai pris rendez-vous, tu n'es pas allé, heu, c'est tant pis. S'il y a piscine et qu'il oublie d'y aller, ben, l'enfant n'est pas allé à la piscine. Est-ce que c'est à la maman d'aller justifier auprès du professeur: «Je ne suis pas allée»? Non, c'est le professeur qui devra s'expliquer avec le papa. Donc c'est vraiment aussi les remettre face à leur, pleine responsabilité. Ils sont tout aussi responsables que les mamans. Ce qui c'est donc il y a une part de il y a personne dont c'est la faute, tu vois? On va pas chercher à qui c'est la faute, c'est juste de se dire, heu: «Qu'est-ce que moi je peux lâcher en tant que femme de mon côté?» et de se dire: «Ça, c'est pas mon problème, c'est le sien», surtout quand ça a un rapport avec nos enfants et de voir si finalement c'est pas une espèce de jeu en disant: tu vois, tu as de nouveau oublié» ou bien: «Je dois tout le temps te le rappeler». Peut-être que l'autre n'a pas besoin qu'on lui rappelle aussi. Peut-être qu'il a une fois besoin d'oublier, de payer ou de devoir aller s'excuser auprès du professeur pour se rendre compte que, heu, pour ne plus oublier par après. ouais. C'est aussi ça, c'est une façon d'apprendre, c'est un apprentissage Et je pense que je trouve que les enfants pourraient apprendre aussi à se aussi. souvenir de ce qu'ils ont Oui, piscine tel jour ça les quand ils changent responsabilise. de famille comme ça, enfin qu'ils passent de l'un à l'autre. Les enfants devraient aussi finalement connaître leur agenda et préparer leur sac de piscine tout seuls et se Oui. Et c'est aussi se dire que dans une vie idéale, on oublie des choses, c'est oui. jamais parfait et c'est aussi Mmh arrêter de courir après la perfection et le toujours mieux. mh. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous coincer et on peut se faire, une tempête dans un verre d'eau parce que ça n'a pas été parfaitement réglé comme du papier à musique et moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne: chaque jour, vous aurez des imprévus. Mmh. Même si vous prévoyez tout bien, chaque jour, vous aurez des imprévus, tout le temps. Moi, je dois dire que dans ma vie, c'est ça qui qui me rend les tâches parfois plus difficiles, c'est les imprévus. Parce que Oui, sinon, je suis assez organisée, oui, mais effectivement, il y a toujours un imprévu toujours. et même dans ma vie d'indépendante, il y a une annulation ou une demandée de changer d'heure ou et donc même mon agenda professionnel change, parfois à la dernière minute, et donc on ne peut pas planifier sa semaine comme on voudrait et se dire qu'elle se passera exactement comme on l'a planifiée. Ça, c'est un leurre, évident. Oui, toujours, vraiment. Si on se dit ça tous les jours, c'est: «OK, j'ai planifié, mais je sais qu'il va y arriver, Mmh un et truc d'être qui n'avait ouvert, pas en prévu». fait, d'accueillir cet imprévu, en fait. Mmh. Oui, c'est prévoir l'imprévu, Mmh mh. effectivement. Et l'accueillir, non? Oui, oui. L'accueillir avec, c'est OK, quoi. L'accueillir et pouvoir justement aussi, faire en sorte que l'agenda ne soit pas trop rempli pour ça. Mmh mh. Parce que Mmh j'en parlais au tout début de notre interview ici, c'est on a tendance à bourrer, bourrer, bourrer nos journées. C'est rempli. Il y a plus une place pour l'imprévu, pour quelque chose qui pourrait venir se glisser, qui serait très heureux aussi, parce que les imprévus sont pas forcément malheureux, hein. C'est, Non, non. voilà, ça peut être des belles surprises donc c'est s'aménager suffisamment de place pour pouvoir, faire ça et très souvent on se dit: «Beh, j'ai pas le choix». Ben, il faut voir. Mmh Il faut voir ouais. si on n'a pas le choix. C'est vrai, faire des choix, c'est vraiment choisir, c'est renoncer, mais c'est pour un mieux, en fait. C'est pas renoncer pour un moins bien, c'est pour un mieux parce qu'il y a plus de confort, plus d'aisance, Ouais, on est plus cool, c'est exactement, vraiment, oui. Nous sommes la somme de nos choix. oui, absolument. Oui, moi j'emploie beaucoup ce mot «choisir». C'est je Choisir, ne dois pas, il ne faut pas, mais je choisis de.
oui, en fait. oui et même carrément dire: «Qu'est-ce que je veux?» parce qu'on moi je dis souvent, on nous a appris quand on était petit à dire non, on ne dit pas: «Je veux», on dit: «Je voudrais», mais il y a du conditionnel là-dedans. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a des choses où on peut se dire: «Mais moi je veux ça». Je Ouais. veux, plus de place pour jouer avec mes enfants, je veux, plus de temps, je veux, je veux partir avec mes amis, je veux voilà, on peut se dire ça, pas «je voudrais» parce que ça nécessite tellement de conditions qu'on ne s'autorise Mmh. pas à le faire. Donc Voilà, oui. ouais, voilà, c'est vraiment Mmh. choisir et puis vouloir. Oui. Oui, oui, parce que le «je voudrais», je l'entends bien, dans oui, moi, je peux être aussi parfois avec des «je voudrais», Ah oui, oui. avoir le temps de me remettre à peindre ou avoir le temps de me remettre à coudre et en fait, non, je c'est effectivement, je veux et je vais faire la place pour ça dans mes activités. Oui, Ouais. c'est le but aussi de mes accompagnements, c'est finalement de mettre de l'ordre, ranger sa maison, c'est pas un but en soi. Quand on me dit: «Ouf, il faut que je range». Oui, Mmh. pourquoi? Bah, parce qu'il y a trop de bazar. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu veux ranger? Ben, qu'est-ce que ça te permettrait? Ah bah, ça me Mmh. permettrait de voir plus clair, ça me permettrait de trouver les choses plus facilement, parce que quand je passe, 3 heures à chercher après un papier, c'est compliqué. C'est Voilà, stressant. c'est stressant. Mmh. Mmh. Ouais. Et ça Et fait oui, partie moi de aussi, je ça. dis toujours, tout ce qu'on fait, c'est pour nourrir un besoin. Donc Oui, si vous rangez, vous nourrissez quel besoin? Ben, un besoin de clarté, de voilà. détente, de facilité, enfin vraiment, Oui. c'est clair que Oh, il y a des tas de besoins qui peuvent être derrière le rangement. Il y a ouais, la clarté, il y a le fait aussi parfois de tourner la page, hein, de se dire, «Là, j'ai besoin oui, de tourner la page, donc je fais du tri, je range et j'élimine ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie» et ça peut être aussi aujourd'hui un besoin de diminuer son empreinte écologique. oui, Tu vois? C'est des tas de peut être aussi, besoins. hein, c'est Mmh. motivant ça. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Je sens de plus en plus de gens motivés par ça Oui. aussi maintenant. Oui, oui, oui. Et alors avec tout ça, qu'est-ce qui te passionne toi dans ton travail alors? Qu'est-ce qui t'anime? Ah, ce qui me passionne, c'est quand les personnes arrivent chez moi, je les sens complètement découragées, complètement dépitées, à ne pas voir le bout du tunnel et quand je vois qu'elles ont compris, comment elles pouvaient agir et à quel point elles peuvent agir sur leur vie et qu'elles commencent, je dis souvent: «Sous le désordre, il y a moi», à se découvrir elles et à Mmh. faire sortir, à se faire déployer des choses finalement qu'elles avaient enfouies au fond d'elles-mêmes. Tout ça en allant en agissant sur leur possession, ça c'est magique. Ah Ça, oui. ça me passionne. Mmh. C'est de pouvoir aider les gens à se révéler, à se déployer pleinement et à prendre leur place. Leur Donc ça va beaucoup plus loin tes accompagnements que de simplement Oui, donc tes accompagnements vont beaucoup plus loin que de simplement avoir rangé leur maison. oui, oui, oui et ça on le sait pas tout de suite. Mmh. Ça, on le découvre en chemin, mais je trouve que c'est important de le dire parce que, hem, c'est souvent ça qui ressort. Elles arrivent chez moi en se disant: «J'espère avoir une maison plus rangée, plus facile à vivre» et elles ressortent en se disant: «Mais en fait, j'ai envie de changer de métier, je sais ce que je veux faire, je sais qui je suis, je» poum, c'est 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 formidable, vraiment. Ouais. J'adore ce que je fais. Oh, c'est magnifique! Mais je pense vraiment que c'est très intéressant de parfois partir d'un axe qui est, par exemple, ranger la maison Oui, et puis finalement, comme tu dis, elles se révèlent à elles-mêmes, elles découvrent au fond leur vie, leur choix de vie qu'elles n'ont pas ouais, encore fait et qu'elles auraient envie de faire et c'est génial. Je trouve que finalement, en partant de quelque chose de très pratico-pratique, oui, elles vivent une transformation personnelle. c'est ça, tout à fait. Et et ça, je trouve génial parce que la transformation personnelle, elles n'auraient peut-être pas pensé à aller voir un coach pour Non, justement, se révéler à elles-mêmes ou, parce qu'elles sont dans leur routine et elles oui, pensent qu'il y a pas d'espace pour ça dans leur routine oui, oui. et l'excuse de devoir ranger la maison les amène finalement à se révéler à elles-mêmes. C'est magnifique, je trouve. Oui, oui. Non, c'est ça. Vraiment, C'est si tu me demandes ce qui me passionne, c'est vraiment ça. C'est de ouais. pouvoir justement aider les personnes qui sont perdues, hein, clairement au Mmh. départ et qui ont envie de d'aller plus loin, et c'est ma porte d'entrée effectivement.
ma porte d'entrée, c'est le rangement parce que pour moi, c'est un des niveaux les plus importants, c'est notre environnement, c'est là où on vit. Notre lieu, est aussi, le reflet de nos pensées, de ce que l'on vibre aussi. Je pratique aussi le feng shui occidental, donc on va harmoniser aussi tout ça, de façon à élever ce taux vibratoire, de pouvoir justement aider les personnes à réaliser qu'il y a parfois dans leur environnement des choses qui symbolisent, des objets qui symbolisent quelque chose qu'elles ne veulent pas. Donc on va modifier un petit peu ça et réaliser, tout ce que ça peut transformer effectivement. Eh bien, ça donne vraiment envie, Nathalie, parce que, je me rends compte qu'effectivement, remettre de l'ordre dans son lieu de vie, c'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie de façon plus globale, en fait. Oui. Et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes, en fait, qui ne se Mmh. rendent pas compte, en fait, du lien qu'il peut y avoir entre le désordre dans lequel ils vivent et le désordre qui est dans leur tête aussi, en Oui, fait. oui. Oui et ça peut les aider à se propulser un peu plus loin ou à se sentir enfin Aligné. aligné, juste, là où il faut et mon but à moi, c'est absolument pas d'épurer la maison parce que j'entends très souvent: «Ah, il faut une maison épurée maintenant». C'est pas vrai. Il faut une maison qui nous corresponde à nous. Mais si on sait pas qui on est, c'est compliqué. On il y a plein de questions dans tout ce qu'on possède. Il y a: «Tiens, ça, c'est un cadeau, ça, c'est un souvenir, ça, je vais quand même pas le jeter, c'est polluant». Bah, c'est tout le temps, ce sont des questions qui reviennent sans arrêt et pour lesquelles on a l'impression au départ que c'est fermé et puis après quand on ouvre un peu tout ça, on se dit: «Bah oui, finalement, il y a des choses que je peux garder chez moi, heu» juste parce que j'aime cet objet qui m je il me plaît, ça me j'ai pas à justifier à personne de pourquoi je le garde, c'est moi et puis c'est tout et chez moi, c'est chez moi et chez moi, je fais ce que je veux et je trouve ça très correct. Non, non, c'est vraiment très, très gai et et souvent les personnes qui arrivent chez moi, elles me disent: «J'étouffe» et j'ai entendu ça tellement souvent: j'étouffe chez moi» que le programme que j'ai créé, je l'ai appelé «Respire». Parce que c'est Ah! vraiment Oui. ça, c'est respire quoi, c'est respire chez toi, reprends de l'air, remets de l'air à l'intérieur de ta maison, de l'air, de la lumière, heu, c'est de la fluidité, de l'harmonie, voilà. Eh bien, écoute, Nathalie, un grand merci, c'était très intéressant. Joie. Heu, je crois que moi, j'ai oublié de me présenter, en fait. Donc moi, je suis, thérapeute et nutritionniste et je travaille beaucoup sur les troubles du comportement alimentaire, Mmh mh. mais aussi bien, j'accompagne les personnes qui sont en burn-out, en burn-out et donc dès qu'il y a un mal-être, en dépression, dans des dépendances, et heu et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'interviewer parce que je me suis rendu compte que cette histoire de charge mentale Oui, et du rangement et tout ça était quelque chose qui revenait souvent dans les plaintes, oui. de mes clients et je me suis dit, quand j'ai découvert ton site, je me suis dit: «Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire connaître et qui peut vraiment changer, la dynamique, à la maison et la dynamique, je pense, familiale aussi, en Oui. fait». Oui, oui, oui. Oui et c'est vrai que beaucoup des personnes que j'accompagne, ont vécu le burn-out, elles sont dans ces difficultés qu'elles ont dû traverser ou elles en sortent, et c'est pas toujours simple, parce qu'effectivement ces situations comme tu décris de difficultés, créent le désordre et chaque désordre a une histoire et c'est pas, je peux comprendre aussi le sentiment parfois de gêne ou de honte qu'il peut y avoir derrière en se disant: «Mais, heu, je suis gênée, j'ai honte de chez moi ou je ne sais plus inviter chez moi parce que j'ai trop honte». Ou bien alors, la salle à manger, le salon, ça va, mais il faut surtout pas que les invités, ouvrent certaines portes parce que c'est la catastrophe. Et tout ça, ça s'explique. Il y a toujours une explication par rapport à ça.
OK. Voilà, écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant Merci à et toi. je suis sûre que mes, clients et mes abonnés de ma newsletter seront ravis de t'écouter. Avec joie, Merci beaucoup, merci. Nathalie. Merci Mmh. beaucoup Framboise.